Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information du 20h du 26 mai 2023. Tout de suite, place au titre de l'actualité. SEEG, Ousmane Cissé jette déjà l'éponge après cette grogne du syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau et de l'électricité. Et puis on parle de la Caisse nationale de sécurité sociale vers la reprise de la grève des agents. Droits des femmes, bientôt un agenda commun en zone CEAC. Démission du nouveau directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, Ousmane Cissé, jette déjà l'éponge. Une décision qui fait suite à un mouvement d'humeur observé par les agents de la SEEG. Jessica Onjoa et Doina Mavungu y étaient. 96 heures après sa nomination, Ousmane Cissé a déposé sa démission lors du conseil d'administration extraordinaire convoqué jusqu'à tard dans la nuit du 25 mai, après le mouvement d'humeur des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, un peu plus tôt dans la journée. Une décision qui a été immédiatement actée. En effet, nous avons appris par un communiqué et ce matin d'ailleurs par les organes de presse, notamment la démission de M. Ousmane Cissé. Nous avons vu que M. Sylvain Bitegué assure la direction générale par intérim, donc le temps qu'un directeur général soit nommé également. Nous ne trouverons pas de problème à cela parce que vous aurez compris ce qui était le point d'orgue de l'objet de notre assemblée générale extraordinaire. Pour les travailleurs, les questions de souveraineté nationale et de sécurité exigent le statut, la nationalité qui posait énormément de difficultés est dorénavant chose réglée. Sylvain Bitegué assume désormais l'intérim de la direction générale. Les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon peuvent donc travailler en toute tranquillité. Grâce à la forte mobilisation de la majorité du personnel, justement sur cette question, nous comprenons que les plus hautes autorités de cette institution ont eu le souci du climat social, de ce que l'entreprise continue de travailler dans la sérénité. Et donc oui, nous sommes pleinement satisfaits. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier l'ensemble du personnel, au risque de me répéter, pour cette forte mobilisation qui a conduit au résultat que nous savons aujourd'hui et dont nous sommes entièrement satisfaits. Face à la forte mobilisation, la pression et la contestation des agents, Ousmane Cissé a jeté l'éponge. Il rend le tablier 4 jours après sa nomination. Assemblée générale de la coalition des syndicats de la CNSS et la Caisse nationale de sécurité sociale s'est tenue ce jour au motif du non-paiement du 13e mois. Plus de détails avec Lorraine Biengue. Dans le but de trouver des solutions aux conditions des travailleurs de la CNSS, la coalition des syndicats de la CNSS a décidé du dépôt d'un préavis de grève au motif du non-paiement du 13e mois. Le but d'une assemblée générale, c'est normalement font partie des calendriers syndicaux, c'est-à-dire que les travailleurs ont besoin à un moment donné de se retrouver, de parler de leurs problèmes. Et c'est souvent pour cela que nous faisions des AG. Et l'objet de cet AG était de revenir essentiellement sur l'épineux problème du 13e mois qui reste aujourd'hui impayé. C'était l'objectif de cette assemblée générale parce que les langues se délient et il y a beaucoup de choses qui se disent. Il fallait qu'on se retrouve, qu'on essaie de parler, de faire un bilan mi-parcours et pouvoir prendre aussi des décisions. Dans l'optique d'apaiser la situation à la CNSS, la coalition invite le Premier ministre à prendre ses responsabilités. Nous avons fait plusieurs démarches. La première démarche était celle de déposer un préavis de grève à la suite de laquelle nous sommes allés en grève. Cette grève a été suspendue parce qu'effectivement il y a eu un dialogue social qui avait été ouvert. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Nous sommes revenus en grève et pendant cette grève qui a duré pratiquement 2 mois, nous avons eu la médiation du Premier ministre. Et c'est le résultat de cette médiation que nous attendons. Malgré de nombreuses embûches rencontrées par la coalition des syndicats de la CNSS, l'heure reste à la mobilisation.
En dépit de la mise en œuvre du projet de réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville, initié par le gouvernement gabonais, le quartier Lalala, situé dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, semble être oublié. Maya Meza pour plus de détails. La dégradation des voies principales et secondaires du Grand Libreville fait parler d'elle-même. La route située au quartier Lalala Dakar se trouve dans un état déplorable. Une dégradation qui n'arrange pas les riverains et les automobilistes. Bon, déjà quand il pleut, la route se dégrade. Ouais, et ça empêche un peu certains usagers de la route de passer. Par exemple, même quand il y a les embouteillages, ils sont parfois obligés de serrer ici et ceux qui viennent du côté là attendent. Donc parfois, les accidents peuvent subvenir à cause de ça aussi. La route n'est pas vraiment bonne. Depuis qu'il y a eu des travaux ici, ils n'ont pas terminé ces travaux-là. Le manque de travaux de réhabilitation de certaines routes de Libreville, devenues vétustes, met en mal les usagers et les conducteurs. Dans la plupart de ces quartiers, les plaintes s'en suivent. La population se révolte de voir les routes qu'elles empruntent en mauvais état. Les habitants de ce quartier se sentent abandonnés. C'est une bonne chose, mais qu'ils fassent réellement leur travail comme ils ont dit et qu'ils viennent vraiment voir les quartiers je peux dire quoi, les quartiers vraiment que nous appelons les Matiti, parce que c'est vraiment ces quartiers qui ont réellement besoin de ce problème en fait. Parce que les routes sont vraiment dans un état vraiment lamentable et ça nous empêche vraiment de faire des choses. Parce que dans ces routes aussi, je pense qu'on dit une route bien construite, c'est l'économie du pays qui marche. Alors donc j'aimerais qu'ils puissent faire quelque chose pour ça en fait. La réhabilitation de cette route pourrait visiblement atténuer le calvaire que vit cette partie de la population. Et puis, le manque d'eau potable dans la capitale gabonaise devient de plus en plus récurrent. Le quartier Plein Niger, situé dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, ne fait pas une exception. Regardons. Malgré la mise en œuvre du projet de réhabilitation des voiries du Grand Libreville, initié par le gouvernement, les habitants du quartier Plein Niger vivent une dure réalité pour s'en procurer ce précieux liquide. On est obligé de creuser les puits, on a les enfants partout. Les enfants qui rampent parce qu'il n'y a pas l'eau. Moi, je ne veux pas voter, je dis ça bien. Tant que je n'ai pas l'eau dans mon quartier, au 4e arrondissement, chance à le maire qui est au 4e arrondissement, là, qui nous donne de l'eau. Si ce n'était pas ça, on devait vivre comment? Après, ils ont besoin de la population comme ça. Si un enfant meurt dans le puits, est-ce que c'est normal? Tous les jours, confrontés à parcourir de longues distances afin d'avoir ce trésor bleu, une situation qui met en mal une partie des habitants de la capitale. De l'eau se coupe tout le temps, même pour boire de l'eau, nous n'avons pas, pour se laver, c'est une difficulté. C'est grâce à la pluie quand même que nous avons de l'eau pour se laver, pour la vaisselle et pour le linge. Et nous puisons de l'eau à la mairie du 4e arrondissement tous les jours. Cette gymnastique au quotidien est déplorable pour ces pères et mères de famille. Pour avoir de l'eau, il faut payer les enfants du quartier pour aller se recueillir au niveau de la mairie. Vraiment, c'est pas facile, c'est très difficile vraiment. C'est vraiment difficile pour nous ici là. Le Gabon, qui est un pays pleinement rempli de fleuves et dont il pleut abondamment, ne devrait pas être touché par ce phénomène de manque d'eau. Début ce jour et ce jusqu'au 27 mai de la conférence des femmes, des ministres en charge et du genre, de la promotion des droits des femmes et de la CEAC. Ce matin à Libreville, la rencontre a été rehaussée par la présence de la première dame Sylvia Bongo Ndimba, par ailleurs marraine de cette conférence sous le thème « Bâtir un agenda commun en Afrique centrale pour la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation ». Aline Zia, presse présidentielle. Cette conférence des ministres en charge du genre et de la promotion des droits des femmes de la CEAC, la première du genre, dont les travaux ont débuté ce jeudi 25 mai, est co-organisée par le gouvernement gabonais et la CEAC en partenariat avec l'ONU Femmes, le PNUD et l'UNOCA. Un programme de Gabon Égalité placé sous l'égide de la première dame Sylvia Bongo Ndimba. Cette conférence permet d'analyser les expériences et les bonnes pratiques des ministères en charge des questions du genre et de la promotion
promotion de la femme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour une contribution à un agenda commun sur des actions prioritaires en faveur de la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Pour donner plein effet à ces principes et normes constitutionnels, le gouvernement de la République, sous les très hautes instructions et orientations du président de la République, chef de l'État, a au cours des dernières années adopté et mis en application un ensemble de mécanismes en vue de réduire les inégalités de fait, encore persistantes, renforcer l'autonomie des femmes et des autres personnes vulnérables et lutter contre toutes les formes de discrimination dont elles peuvent être victimes. Avec pour thème bâtir un agenda commun en Afrique centrale pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation, l'épouse du chef de l'État, Sylvia Bongo Ondimba, qui œuvre pour l'égalité des genres dans plusieurs domaines, a ouvert les travaux de cette rencontre de haut niveau. Je suis émue car la promotion des droits des femmes et leur autonomisation est un sujet qui est cher à mon cœur depuis de très nombreuses années. Vous recevoir aujourd'hui, après des années de bataille qui ont mené à la réforme de nos lois, et au déploiement des dispositifs profondément réformateurs pour le droit des femmes, m'encourage à poursuivre ce combat. En tant que première dame, mais surtout en tant que femme, pour les Gabonaises, mais aussi pour toutes les femmes de notre continent. Je vous souhaite de fructueux travaux. Les travaux de cette conférence se tiennent au moment où le Gabon assure la présidence de la CEAC, le pays étant l'avant-garde des initiatives visant la garantie de la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres, fortement soutenues par la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Nous restons dans la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion des droits de la femme de la CEAC. Aujourd'hui, la délégation composée des conférencières est allée visiter le centre d'accueil Gabon et Égalité de Nzengayon pour se rendre compte des avancées enregistrées au Gabon en matière de lutte contre les inégalités basées sur le genre et des violences faites aux femmes. Priska Mugula de la presse présidentielle. Cette visite du centre d'accueil Gabon Égalité de Nzengayon est une autre activité en plus des plénières et ateliers de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion des droits de la femme de la CEAC qui se tient dans notre capitale. La délégation de la CEAC est venue se rendre compte de l'une des matérialisations du numéro 1 gabonais dans le cadre du programme gouvernemental Gabon Égalité qui vise à lutter contre les inégalités hommes-femmes, un programme également soutenu par la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Ce centre il est très important parce qu'il fait partie d'un mécanisme d'autonomisation de la femme. Une femme qui est victime de violence n'est pas en bonne santé, que ce soit de la santé physique ou de la santé morale. L'objectif du centre, c'est à long terme de redonner confiance à ces femmes-là qui sont victimes de violences, mais également de les accompagner, que ce soit pour la réinsertion socio-professionnelle que dans l'accompagnement d'activités génératrices de revenus. Le centre d'accueil Gabon Égalité a pour mission de venir en aide aux personnes de deux sexes victimes de violences. La structure comprend plusieurs bâtiments consacrés à l'hébergement. À ce jour, le centre a accueilli 406 femmes. Rappelons-le que le centre a pour objectif d'écouter, d'accompagner les victimes de violences. Je parle bien des victimes de violences, donc les hommes comme les femmes. Alors l'hébergement dépend du besoin et de la situation de la victime. Nous avons des hébergements d'urgence. C'est les hébergements où nous hébergerons une femme qui est victime de violence à l'instant T, comme nous avons des hébergements de longue durée qui vont jusqu'à 6 mois. Située dans le 6e arrondissement, cette structure constitue une avancée majeure dans la prise en compte des droits de la femme et une des réponses de l'engagement du président de la République Ali Bongo Ondimba dans la lutte contre les formes de violence et les inégalités basées sur le genre. Un exemple qui inspire de nombreux pays sur le continent. Et puis, clôture de la commission chargée de l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le VIH, SIDA et les MST. Ce sont les maladies sexuellement transmissibles au palais du Sénat. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la Santé, Patrice Antina. Dorcilia Pendi pour plus de détails. Le travail abattu a permis non seulement d'enrichir et d'améliorer le document de travail, mais aussi des recommandations fortes ont été formulées à l'emploi de l'ensemble des parties prenantes à la lutte. Gouvernement, société civile, secteur privé et partenaires techniques et financiers. Grâce à vos contributions, le nouveau plan stratégique national
reflétera une vision commune de tous les acteurs de la lutte et leur volonté de renforcer la riposte nationale contre cette maladie qui continue d'endeuiller nos familles. Désormais, une nouvelle étape s'ouvre avec l'élaboration des plans régionaux et locaux qui développeront la responsabilité et la réalisabilité des uns et des autres dans cette réponse nationale contre le VIH-Sida. Le gouvernement de la République, par l'entreprise du ministère de la Santé et des Affaires sociales, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de ce nouveau plan stratégique national de lutte contre le sida 2023-2027. Et puis, lors du dernier conseil des ministres tenu le 24 mai dernier, le Gabon a adopté une nouvelle loi portant changement de dénomination des missions diplomatiques du Gabon accréditées dans les États membres du Commonwealth. Plus de détails avec Maya Midza. The Prince of Wales. Depuis son accession au pouvoir en 2009, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a maintes reprises manifesté son souhait de voir le Gabon devenir bilingue en adhérant au Commonwealth, bloc de 54 pays ayant en commun l'usage de l'anglais. La candidature gabonaise a été finalement déposée. Par ailleurs, sur les 10 pays africains les plus riches, 5 en sont membres. L'admission du Gabon a été concrétisée au sommet du Commonwealth du 24 juin 2022 à Kigali, au Rwanda. Suite à la décision historique du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth d'admettre notre pays, le Gabon, dans la grande famille des pays membres du Commonwealth. C'est pour nous aussi l'occasion aujourd'hui de remercier tous les 54 chefs d'État et de gouvernement réunis hier et aujourd'hui pour, entre autres, admettre la République gabonaise au sein du Commonwealth. Lors du Conseil des ministres du 24 mai 2023, le Gabon a adopté une nouvelle loi portant changement des dénominations des missions diplomatiques du Gabon, accréditées dans les États membres du Commonwealth. Ce nouveau décret traduit désormais la nomination des ambassadeurs gabonais dans les pays en outre, au Ghana, au Canada, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Nigeria, en Inde, au Togo ou encore au Royaume-Uni, en appellation du Haut Commissariat de la République gabonaise, en anglais High Commission. Cette décision découle de la volonté du pays de se conformer aux textes et statuts du Commonwealth dont il est membre depuis juin 2022. Pour rappel, le Gabon et le Togo sont les deux États francophones membres de l'organisation anglaise depuis juin 2022. Le Togo s'est déjà conformé à cette réforme et compte également des hauts commissariats dans les États du Commonwealth où il est représenté. On passe à présent à l'actualité hors de nos frontières en parlant de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024 et menacé d'inéligibilité, a lancé un nouveau défi au pouvoir. Il a effectivement annoncé son prochain retour à Dakar à la tête d'un convoi populaire à travers le pays. Plus de détails avec Sidela Niman de la rédaction de TV+ Afrique. Le lendemain de son procès pour viol, tenu en son absence, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a donné rendez-vous à ses partisans à Dakar. Pour lui, se faire discret était une stratégie pour réveiller les troupes. Il se rend dans la capitale car d'après lui, c'est là-bas qu'il pourra remporter ce combat. Il prévoit de se rendre à Dakar à la tête d'un convoi populaire. Je vous demande de venir m'accompagner quand je vais retourner à Dakar. J'ai pris la décision de passer par la route pour rentrer à Dakar. Je vais profiter pour m'arrêter dans toutes les régions qui se trouvent sur le chemin pour communiquer avec les populations. Ousmane Sonko va donc rentrer par la route et transformer ses quelques 500 km de trajet en caravane de la liberté. Ce mercredi, il a paradé avec le drapeau sénégalais au milieu de ses sympathisants, chantant et scandant son nom. C'est un nouvel acte de défiance à l'encontre des autorités de la part du président du parti PASTEF, les Patriotes. Mardi, Ousmane Sonko a brillé par son absence à son procès pour viol, disant craindre pour sa sécurité et remettant en cause l'impartialité de la justice. Il a toujours réfuté les accusations et crié au complot pour l'écarter de la présidentielle. Il risque son éligibilité, déjà compromise par une condamnation à 6 mois avec sursis pour diffamation contre un ministre. Depuis plusieurs jours, des jeunes montaient une garde étroite et menaçante autour de son domicile pour parer une éventuelle tentative d'arrestation.
Nous demandons à cette formidable jeunesse de lever les barrières. Vous avez barricadé tout le quartier et vous avez montré que vous êtes des maîtres de cette ville-là. Nous n'avons plus rien à prouver. Levez les barrières. Laissez les voitures circuler normalement. Mais maintenez votre dispositif de surveillance. Plusieurs jours avant son procès, M. Sonko s'est retranché à Ziguinchor, ville dont il est le maire. Les autorités et la justice ont fait le choix de ne pas chercher à l'arrêter. La mobilisation de ses supporters à l'occasion de ses rendez-vous avec la justice, notamment, a régulièrement donné lieu à des incidents et des troubles, y compris mortels. En 2021, l'interpellation de l'opposant lors de son déplacement en cortège jusqu'au tribunal où il était convoqué, alors que l'affaire de viol présumé venait d'éclater, a contribué à déclencher plusieurs jours d'émeutes qui ont fait au moins une douzaine de morts. Allons dans la commune du Wolentem pour parler d'Oyem. La commune d'Oyem a désormais un nouveau maire. En effet, depuis la destitution de Christian Abesolo Mengue, il y a quelques semaines, la commune était orpheline. Hier, 25 mai 2023, par arrêté du gouverneur, Alain Christian Panzou est le nouveau maire par intérim de la ville. Il aura la lourde responsabilité de conduire les destinées de la commune jusqu'à l'élection du maire. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions d'information. En République démocratique du Congo a de nouveau saisi la Cour pénale internationale mardi afin d'assurer que celle-ci se penchera sur le pillage endémique des ressources naturelles dans l'est du pays par les forces de défense rwandaises et les groupes rebelles du M23. Modeste Mbazangoy de la rédaction de TV+ Afrique. L'objectif visé par la saisine déposée à la Cour pénale internationale par le ministre de la Justice garde des Sceaux, Rose Motombo, serait d'enquêter et de poursuivre toute personne impliquée dans des violations de droits de l'homme entre 2022 et 2023. En 2022, un rapport d'experts des Nations Unies a constaté une intervention directe des forces rwandaises à l'intérieur de la République démocratique du Congo. L'Union européenne a également exhorté le Rwanda à cesser de soutenir le M23 et a demandé à Kinshasa de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations civiles sur son territoire. Le groupe rebelle M23 a lancé une nouvelle offensive dans l'est de la RDC en mars 2022, s'apparant des villes et des villages dans la région frontière avec l'Ouganda. Les combats ont déplacé plus de 1 million de personnes. Kinshasa accuse le Rwanda voisin de soutenir le M23, mais Kigali nie toute implication. Une enquête de la CPI est déjà en cours dans l'est de la RDC depuis 2004 et il n'est pas certain que la nouvelle saisine soit prioritaire pour la Cour pénale internationale. À ce jour, la CPI a condamné 3 chefs des milices congolais, l'un pour crime de guerre et l'autre pour crime de guerre et crime contre l'humanité pour leur rôle dans les atrocités commis dans l'est de la RDC. Le procureur de la CPI, Karim Khan, devra se rendre à Kinshasa et dans toutes les provinces congolaises touchées par le groupe rebelle du 28 au 31 mai prochain. Nous le disions dans ce journal, alors que les élections présidentielles s'approchent à grands pas, l'on note les candidatures de 3 femmes, en l'occurrence Marie-Sylvie Abesolo Akenenge, Paulette Misambo et Victoire Lassenu Duboz. Ces femmes ont-elles un passé politique? Tentative de réponse avec Youssouf Mouba de la rédaction de TV+ Afrique. Certainement, elles seront un peu plus nombreuses. À quelques mois des échéances électorales de 2023, le compteur des candidates déclarées affiche pour l'instant 3 noms. Marie-Christine Akenege, Victoire Lassenu Duboz et Paulette Misambo. 3 femmes décidées à en découdre contre des hommes qui, eux aussi, n'ont pas encore fini de remplir la liste des compétiteurs à ces élections générales. Un fait majeur et inédit qui fera probablement jurisprudence dans l'histoire politique du Gabon. C'est pour la première fois qu'autant de femmes vont se présenter à un scrutin d'une telle importance. Mais bien avant, on peut se poser la question de savoir quelles seront les chances pour ces prétendantes à la fonction suprême de l'emporter et de s'installer au palais du bord de mer, surtout lorsqu'on sait que les 2 premières, Marie-Christine Akenenge et Victoire Lassenu Duboz, évoluent en freelance sans étiquette politique.
Contrairement à Paulette Missambo, qui peut compter sur son parti Union nationale, qu'il a investi officiellement au récent congrès extraordinaire d'OIM. Se présenter à une élection est une chose, triompher au sommet de l'État en est une autre, surtout lorsque l'on affronte une machine à gagner comme le Parti démocratique gabonais. Le dernier Conseil des ministres du 24 mai dernier a entériné plusieurs projets de loi, notamment celui relatif à la création du Conseil national des sports, en abrégé CNSS. Regardons. Adopté lors du Conseil des ministres prévu il y a quelques jours, le Conseil national des sports est la nouvelle structure qui est née sur la base des dispositions prises selon l'article 22 de la loi numéro 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise. Le Conseil national des sports va jouer un rôle prépondérant dans la modernisation et la régulation du sport au Gabon. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Projet de loi portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des sports. La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 22 de la loi numéro 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise, porte attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national des sports. Le Conseil national des sports, en abrégé CNS, est une autorité administrative indépendante qui a pour mission la régulation, la conciliation, la médiation de propositions et d'avis en matière de sport. À ce titre, le CNS contribue au dialogue entre les différents acteurs en matière de sport, à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques en matière de sport, tout en veillant au respect des règles de déontologie par les fédérations sportives. Ce nouvel outil va jouer un rôle administratif et indépendant. Il va être constitué de 3 principaux organes. Pour son fonctionnement, le CNS se compose de 3 organes permanents, à savoir le secrétariat permanent, la formation plénière et les commissions techniques. Il ne reste donc plus qu'à attendre l'effectivité de cette nouvelle entité. Point final à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez en compagnie de Maya Media pour vous informer. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi lorsqu'il sera 20 h s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien.